Bon ben, on a ici la majorité des symboles qu'on va retrouver sur un multimètre et même un peu partout dans la lecture de plan. Généralement, c'est toute la même chose. Bonjour à tous. Plusieurs l'attendaient, cette formation-là. C'est la formation sur l'utilisation du multimètre. La bébite qu'on a ici, là. Cet appareil-là, souvent, vous allez l'allumer 20, 30, 40 fois par jour si vous travaillez beaucoup là-dedans. Dans tous les projets, les réparations qu'on va faire, on va utiliser le multimètre de tous les jours. En tous les jours, on va utiliser ça. Vérifier des piles. Vérifier les tensions dans les maisons, vérifier les tensions sur nos appareils qu'on a tous les jours. Ça, c'est un indispensable. Ça prend absolument ça. Ça serait un des premiers outils à acheter. J'en ai un ici, moi, c'est un plus... Ça fait quand même quelques années que je l'ai, là. J'en passe à peu près un aux 2-3 ans. Il devrait être dû, là. Mais il est tough, celui-là. Il est tough, celui-là. Il est pas parfait. L'éclairage à l'arrière, je l'aime plus ou moins, là, si je l'allume, là. Je vais le mettre en mode voltage, là, il est allumé, puis si je veux le rétro-éclairer, j'aime pas le rétro-éclairage. Il est tout bright d'un bord, il est clair d'un bord, puis l'autre bord, il est presque rien. Fait que j'ai jamais aimé le rétro-éclairage là-dessus. Mais à part de ça, pour le reste, il fait tout ce que j'ai de besoin, mis à part une petite chose qui me fatigue. On a des tests de continuité, on va revenir plus tard. Puis lui, quand on teste en mode diode, puis qu'il y a un court-circuit sur une diode, il sonne pas. J'aurais bien aimé que ça sonne. Les Fluke et compagnie, des multimètres qui vont monter à des prix assez exorbitants, là, ils vont sonner. Celui-là, il sonne pas. Faut vraiment être attentif puis lire ce qui est écrit ici. Comme je disais, un multimètre comme ça, c'est un multimètre d'entrée de gamme. Ça vaut à peu près entre 40 et 50 $ celui-là. Mais ce qui est important, moi, quand j'achète un multimètre comme ça, première chose que je fais, puis même quand je vais changer celui-là, la première chose que je vais faire, je vais pogner les fils que j'ai ici, puis je vais les mettre sur mon neuf. Parce que les fils, généralement, qui viennent avec, à moins d'être bien chanceux, ça vaut pas grand-chose. Fait que quand on achète un multimètre, faut pas oublier d'acheter un kit. J'en ai parlé dans mes premières formations sur les outillages. Un kit complet qui contient des aiguilles. J'ai quelqu'un qui m'a écrit qu'il avait acheté seulement les aiguilles sans changer le kit. Il a acheté juste les aiguilles. Mais il s'est rendu compte que les aiguilles, ça fonctionnait pas dans son kit à lui. Fait que faut vous acheter un kit avec des aiguilles, et après, ces aiguilles-là, ça s'achète tout seul. C'est important d'acheter le kit, par contre. Ça vous donne aussi de bien meilleurs fils que ceux qui viennent avec le multimètre. Fait que ça, c'est des choses importantes. C'est au goût de chacun. Moi, j'en ai présenté, mais je suis sûr qu'avec le temps, même moi, à un moment donné, je pense que j'avais acheté 3 kits en 2 semaines. Puis j'essayais de trouver le meilleur, puis j'étais tombé sur un, c'est celui-là, là, avec des aiguilles comme ça, là. Les aiguilles que j'ai ici, là, je vous jure que ça fait minimum 2 ans qu'ils sont là. Ils n'ont jamais cassé. Ils n'ont jamais brisé. Souvent, les pointes qui viennent avec le multimètre, les pointes, vous allez les casser dans les 3 premiers mois. J'y brise, moi, facilement. Fait que quand on utilise ça tous les jours, là, ça prend quelque chose qui est résistant. Ça fait que ces aiguilles-là, là, c'est parfait pour ça. Donc, si on continue. Première étape qu'on va apprendre avec ça. Première chose que je vais aller vous montrer, c'est les différents symboles qui existent ici. Je vous ai fait un document qui indique tous les symboles principaux. Il y en a d'autres qui existent. Mais ça, c'est les principaux qu'on va retrouver sur un multimètre ici. Le seul que vous retrouverez pas dans ceux que j'ai mis sur le... Il y a pas vraiment de symbole, là, c'est les fréquences, puis le duty cycle. On va y revenir plus tard pour savoir c'est quoi ça. Pour les plus vieux, de la vieille, qui ont déjà travaillé dans l'automobile, le duty cycle au niveau des pointes, ça vous dit-tu quelque chose? Le temps d'ouverture des pointes, c'est ça le duty cycle, mais on va y revenir.
J'ai pas mis aussi symbole sur Celsius et Fahrenheit, là. On s'entend que je pense que tout le monde sait c'est quoi. Mais le restant, tout est là. Fait que je vais vous montrer ça. On change d'écran. On a ici la majorité des symboles qu'on va retrouver sur un multimètre et même un peu partout. Dans la lecture de plan, généralement, c'est toute la même chose. Il peut y avoir des petites différences ici et là, souvent ajoutées au goût de la personne qui a fait le plan. Mais dans l'ensemble, c'est toute la même chose. Si on prend le premier, le signe oméga ici, résistance, ça va toujours être ce signe-là pour les ohms, pour vérifier en ohms. Et si on vérifie au niveau du multimètre, on a le signe ici, les ohms, on l'a ici. Pour ceux qui voudraient voir encore plus clair, je pense que je vais me rapprocher encore plus que ça. On a le sigle ohm qui est là. Donc, si moi, je veux vérifier des ohms, tout ce que j'ai à faire, c'est de me mettre là. Et dans mon écran, je vais avoir ici l'échelle. En ce moment, il s'est mis en méga ohm. Parce qu'il est en mode automatique. Il l'indique ici qu'il est en mode automatique. Donc, je pourrais vérifier des ohms ici. J'ai une petite résistance ici. Si je viens vérifier d'un côté comme de l'autre, pas de différence avec une résistance. C'est une 220 ohms. Je pense qu'on le lit assez facilement. Par la couleur de la résistance, on pourrait aller vérifier sur le calculateur. Mais si je me mets dessus ici, je sais que c'est une 220. Il peut jouer un peu 220 ou ça joue un peu là-dedans. N'oubliez jamais que vos fils, vos probes ici qu'on appelle, les capteurs qu'on a ici, ont toutes une résistance. Généralement, quand je me colle ici comme ça, je vais avoir une bonne idée c'est quoi la résistance. J'ai 1.3, 1 ohm, 0.7 ohm, 0.6, 0.6 ohm ici. Donc, c'est la résistance que j'ai dans mes fils, que j'ai ici. Fait que ça va toujours jouer. J'ai 0.6, 0.7. Si je me mets ici, j'ai 220.4. Donc, dans le fond, ça monte un petit peu, là. Parce que ça joue aussi au niveau de la température, de la chaleur. Mais dans le fond, je pourrais dire que j'ai 219.7.8. Mais ça dérange rien, là. On est vraiment dans les valeurs qu'il faut vérifier ça. Fait que c'est comme ça qu'on vérifie les ohms comme tels. Deuxième chose. Oui. J'en ai un ici, enfin. Je prends un circuit imprimé comme ça. C'est un ordinateur que je suis en train de vérifier, puis qu'il est malheureusement... Il va falloir le déclarer décédé. J'ai une résistance ici, justement. Si je me mets au niveau du microscope... J'ai une résistance ici. Je sais qu'on en avait parlé un peu là, au niveau de la lecture des résistances comme ça. Une résistance SMD comme ça, si je regarde ce qui est écrit, c'est 4R7. Ça veut dire que la résistance ici, elle a 4.7 ohms. Quand la lettre est dans le milieu de même, ça veut dire que le point va là. Donc, 4.7 ohms. Si je viens revérifier entre les deux, je me plante là et ici, j'ai 5.4 sur mon multimètre. Donc, on pourrait dire qu'elle est correcte. Et dans les normes qu'on pourrait dire. Quand la valeur est pas loin comme ça, là, 5.4, 5.5. 4.7 à 5.4. Donc, j'ai 0.8. C'est quoi 0.8? C'est la valeur de mes fils. Donc, on peut dire que cette résistance-là, il n'y a pas de trouble là, est numéro 1. En ce moment, je la teste en circuit. Une résistance, généralement, ça fonctionne. On peut tester en circuit
elle va aller, elle va nous donner la bonne valeur. On va se rapprocher. J'ai encore ici, c'est encore toujours une 4.7. 4.7. 4.7. 2.2. On va-tu vérifier? J'ai 2.9.8. Donc, si j'enlève mon 0.7, on arrive pas mal dessus. Pile dessus. Le 0.7, c'est mes fils. Je m'en viens ici. 5.3. La même chose encore. Donc, ça marche toutes, ces résistances-là. Elles sont toutes belles. Je m'en viens ici pour vérifier, c'est sûr. Ah, c'est pas ça qui fait que c'est défectueux. 5.3. Donc, ici, on a pas mal les bonnes valeurs de tout. Vous avez vu comment est-ce que je vérifie? C'est sûr et certain que si je frappe une résistance qui semble être défectueuse, plus souvent qu'autrement, une résistance, ça tombe pas en court-circuit, une résistance. Une résistance, ça fonctionne ou ça fonctionne plus. Si jamais je tombe sur une qui fait défaut, généralement, on a frappé une il n'y a pas longtemps sur les lampes là, que j'ai réparées, les lampes Adèle. Là. Généralement, là, je vais avoir un petit trou ou une petite marque sur la résistance. La résistance va avoir brûlé. Et là, elle ne laissera plus passer rien. Il n'y a plus rien qui va passer au travers. Fait que si je me retourne ici, vous allez retrouver une marque avec un point, mais il faut vraiment le remarquer. Comme quoi qu'elle est brûlée. Imaginez-vous la grosseur que ça a, ça vient brûler le point que ça fait. La même affaire ici. Puis il y en a des plus petites encore. Ça, c'est plus petit. Mais, à part les lumières que j'ai vues, que je vous ai montré la vidéo, là, pas longtemps, lumière Adèle, c'est assez rare. C'est assez rare. C'est pas, ça peut arriver, mais c'est pas tous les jours qu'on change des résistances comme ça. C'est pas tous les jours. À part de ça, si jamais je frappe une résistance qui semble être défectueuse, mais la chose à faire tout le temps, c'est pas de dire tout de suite elle est défectueuse, à moins qu'on la voit qu'elle a explosé, là. Mais si on n'est pas sûr, on la dessoude, on la sort en dehors du circuit et on la vérifie. J'ai un outil que je veux m'acheter bientôt, là, qui permet de vérifier des petites composantes comme ça. Parce que vérifier ça, là, quand il est soudé, ça tient en place. Quand il est en dehors sur le bureau, c'est vraiment pas facile à faire. Donc, il y a un petit outil qui existe. On peut mettre la résistance, supposons, dessus une plaque. C'est 2 plaques. On vient faire contact, puis là, il va nous dire si elle est bonne. C'est beaucoup plus facile à vérifier. Mais, à part de ça, il faut le faire à la main avec notre multimètre. On vient de vérifier comme ça. Fait que ça, c'est au niveau des résistances. Je pense que vous l'avez vu. On va retourner à Screen Capture, notre image ici. La prochaine chose qu'on voit, je retourne ça. On a vu la résistance. Deuxième, le voltage, la tension, mais en courant alternatif. Donc, c'est vraiment un courant qui voyage du positif au négatif, du positif au négatif. La tension qu'on retrouve dans les maisons, à 50 ou 60 Hz. 50 Hz, ça veut dire qu'il voyage 50 fois par seconde. 60, c'est 60 fois par seconde. On va passer à lui ici, et si on vient sur notre multimètre, on revient sur notre multimètre ici, ça ici, top cam, le sigle pour ça. Il y a un V ici avec le tilde à côté. Le tilde, c'est la petite vague à côté, autrement dit. Donc, ça me permet de tester de la tension AC. Si je me branche dessus ici, en ce moment, l'échelle est automatique, comme il est indiqué en haut, et il se met en millivolts. Il s'est mis en millivolts. Puis on a en plus une autre image ici qui représente la tilde, comme quoi c'est la tension AC qui va sortir de là. Pour tester ça, faut être quand même prudent là-dessus, là. N'oubliez pas que on travaille sur des tensions de 120 volts ici
Et en Europe, en France, c'est 230 volts. 115 à 120, 230 à 240 en Europe. Puis ça joue des fois ici. Ils vont parler entre 110 et 120. Et puis l'autre, ça va être 220 à 240. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Il faut faire bien attention pour la simple raison que quand on teste une tension AC, comme je vais faire ici, je viens me brancher ici et là. J'ai 121 volts, point 5. C'est quand même assez facile à vérifier, mais ne venez jamais toucher les deux ensemble et ne touchez jamais aux pièces métalliques avec vos doigts. Parce que là, vous risquez d'avoir... Moi j'en ai pogné, je suis électrifié de pas à peu près. Puis, mais c'est dangereux, là. Ça peut être dangereux, là. Ne jamais toucher à ça. Donc, quand vous vérifiez du AC, soyez toujours très prudent et assurez-vous que vous êtes bien écarté d'un côté comme de l'autre. Fait que là, j'ai 120.4. Et voilà. Ça me permet de tester la tension AC. La tension AC, on s'y attardera pas trop longtemps parce que la majorité des appareils qu'on répare n'ont pas cette tension-là. Ils l'ont en rentrant, mais tout de suite est convertie. Soit elle passe dans un transformateur, soit elle passe dans un bloc d'alimentation qui convertit ça en courant continu. Mais il faut quand même, quand on rouvre un appareil, on veut savoir si au départ la tension AC rentre dans le circuit. Donc on va aller vérifier aux deux points où c'est que ça rentre pour savoir si la tension est là. Fait que ça couvre pas mal au niveau de la tension AC. Donc, je me mets là, je viens vérifier la tension AC dans un appareil, je vais voir mon fil où ce qui rentre. Généralement, je vais avoir un fil blanc, un fil noir et un fil vert. Le fil vert, c'est toujours la mise à la terre, tout le temps. À moins qu'il y en ait un qui passerait par l'idée de changer ça. Mais généralement, c'est toujours la mise à la terre. Il est vert, et quelquefois, il est vert avec une ligne jaune. Ça dépend du goût du fabricant. Qu'est-ce qu'il a fait du restant de fil qui est resté? On dit du blanc que c'est le neutre, puis on dit du noir que c'est le live, le vivant. Donc, c'est une façon de... C'est qu'est-ce qui arrive de la centrale électrique, puis qu'est-ce qui retourne à la centrale électrique. Ça, c'est pour la tension AC. Je pense que c'est assez simple comme ça. Maintenant, on va passer de la tension AC à la tension CC, courant continu, ou DC, en anglais. Donc, si on switch à l'autre, là, on va utiliser le bloc d'alimentation. Là, le bloc d'alimentation, là, va falloir en parler de ça, là, comment est-ce qu'on utilise ça, là. Mais pour l'instant, je vais y revenir, je vais l'utiliser vraiment juste pour la tension DC. On va l'utiliser seulement pour la tension DC. Et l'ampérage. Comment est-ce qu'on vérifie l'ampérage de ça? On peut également vérifier l'exactitude de notre bloc d'alimentation. Moi, j'étais obligé de l'ouvrir hier et aller le réajuster. Parce qu'il y avait quand même une assez bonne différence en voltage. Fait que je l'ai réajusté. Là. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas ouvert. Mais ça s'ouvre, ça. On peut l'ajuster. Il y en a qui ne peuvent pas. Le mien, il peut s'ajuster ici. Donc, j'ai été le réajuster. Bloc d'alimentation DC d'établi, c'est bien simple. C'est un appareil qui nous permet d'avoir une tension en courant continu entre 0 et 30 volts généralement et entre 0 et 5 ampères et aujourd'hui on a 10 ampères. C'est encore mieux si c'est 10 ampères. Donc si vous avez un 10 ampères, vous êtes bien avec ça. Gardez-le. Moi, je t'avais de le changer le mien. Mais je l'ai depuis que j'ai commencé. Donc, il y a presque 10 ans. Je l'ai... en l'ayant, j'ai fait des tests avec, je l'ai sauté. Dans la première semaine que je l'ai eu. Je l'ai ouvert, je suis allé réparer ce que j'avais brisé, un transistor en dedans. Puis, il est reparti. Et puis, ce temps-là, il n'est jamais relâché. Un bloc d'alimentation, comme je vous dis, si je l'allume ici, je viens ajuster sa tension d'un côté puis l'ampérage de l'autre côté.
C'est vraiment assez simple à utiliser. Si je m'ajuste, supposons, à... Je vais essayer de me mettre à 8 volts juste, là. Je vais changer aussi parce qu'il n'est pas évident à ajuster à une valeur fixe. Il peut se promener. C'est juste des petits potentiomètres. Hein? Donc, j'ai 8.1 ici. Si je viens vérifier, on se met là ici, qui est le sigle de la tension DC. Si on vient à l'image, c'est ça ici. Le haut et le bas. Ça, c'est la tension DC. Donc, à partir de là, je peux vérifier mes tensions que j'ai mis ici sur mes deux fils. Sur mon bloc d'alimentation, en ce moment, je suis à 8.01. Si je viens me brancher entre le positif et le négatif, mon multimètre me donne 8.07. C'est le maximum que j'ai été capable de me rapprocher de la bonne valeur. Là. Mais là, en ce moment, on parle de 70 millivolts. 70 millivolts. Puis l'autre bord, en ce moment, est à 8. Donc, il y a une différence de 70 millivolts. Ça, il n'y a plus de danger rendu là. Là. Il n'y a vraiment plus de danger. Si je leur montre une petite affaire... j'étais à 8, juste là en ce moment, puis j'ai 8.9. 90 millivolts, 80 millivolts, il vient de se réajuster. Donc, il n'y a pas grande différence en ce moment entre les deux. Et si je monte ça à 12 volts, vous le voyez monter en même temps. Et voilà. 12.05, 12.08. Avez-vous vu que plus je monte, moins que la différence est grande? C'est ça, c'était un ajustement que j'ai fait, là. Là, j'étais à 12, juste, puis j'étais à 12.03 ici. Donc, il est assez précis quand même. Là, il vient de tomber à 11.98, 11.96, 12.02. Donc, il est quand même assez précis en ce moment. Puis si je monte pour un ordinateur qui est 19 volts, parce que de base, la majorité des ordinateurs, c'est 19 volts ou 19.5. Et voilà, j'ai 18.95. J'ai 0.5. 0.05 de différence. 0.98, c'est pour ça qu'il vient de redescendre. Donc 19.96. Il n'y a vraiment pas grande différence, là. Donc, ça, pour tester un ordinateur, c'est parfait. Fait que c'est comme ça qu'on va aller tester ça. Il n'y a aucun danger de... Faut toujours vérifier ici en avant. Ça, c'est un petit défaut que je trouve, par exemple, pour ce multimètre-là. Il n'aurait pas dû mettre le signe. Ici. La barre puis les trois petites barres pour indiquer que c'est des voltages de DC. Pourquoi? Parce que ça vient en confusion quand on utilise le négatif. Si je me branche à l'envers... Oh, là, il est plus gros, mais il est ici. Mais des fois, ça apporte la confusion. Là, je suis en moins. Autrement dit, je suis en moins ici. Donc, c'est comme ça qu'on va tester des tensions. Mais dans un circuit, n'importe quel circuit qui peut exister, je vais vous montrer comment est-ce que je me sers de ça sur une carte comme ça. On a déjà à 19 volts notre bloc d'alimentation. Et je viens brancher ça. Là. Le positif à la bonne place, le négatif à la bonne place, c'est le fil. Et voilà. Je suis branché, moi, là. J'ai pas allumé, puis je peux l'allumer le board en passant si je veux. Mais là, en ce moment, je l'ai pas allumé. Comment est-ce que je vais venir tester ici? Supposons que j'ai un ordinateur, puis je veux savoir en premier de tout. Mon adaptateur ici. On va prendre la vraie prise qui allait avec. Celle-là. Première chose, l'extérieur, dans 99% des cas, c'est le négatif. Je viens mettre ça ici. Puis l'intérieur, c'est le positif. Je me branche là, j'ai 18.93. Pas si mal, là? 18.92. Puis mon bloc d'alimentation indique 18.94. Donc, je suis vraiment pratiquement dessus, là. Donc, je sais tout de suite que je viens d'éliminer mon adaptateur.
Au niveau de la tension, ça veut pas dire qu'il est bon. Ça peut arriver qu'un adaptateur qui a même sa tension, quand on y met une charge, il tombe à zéro. La façon qu'on pourrait faire, c'est d'y mettre une résistance sur le circuit pour voir comment est-ce qu'il réagit. Ça prendrait une résistance assez haute ici, par contre. Mais là, je sais que ma tension est là. Deuxième étape, je viens de brancher dans mon ordinateur. Et là, je suis mes fils. Dans pratiquement tous les cas, quand on parle de tension continue, du courant continu, le rouge, c'est le positif et le noir, c'est le négatif. On voit qu'il rentre ici. Rouge là, noir là. À la fin, j'ai un fil blanc. Souvent, c'est un fil qui fait soit allumer une DEL qui est dans la prise, ici, ou encore qui retourne un signal à l'interne pour usage à l'intérieur de l'ordinateur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le rouge, c'est le positif et le noir, c'est le négatif. Donc, si je viens me mettre ici entre les deux, sur le rouge et sur le noir, j'ai 18.85. Donc, j'ai 18.85 ici et j'ai 18.94 à mon bloc d'alimentation. Il peut y avoir une perte au niveau du fil ou au niveau des branchements ici. Et là, comme ça, je peux continuer à tester mon ordinateur pour savoir qu'est-ce qui se passe avec. Je vais rentrer un petit peu plus loin dans les ordinateurs. Là. Ça, c'est la première chose à faire. Ça, là, dans les ordinateurs, ça se change tout le temps. Même ceux qui sont soudés sur la carte mère. Donc, on peut les remplacer. Si lui est soudé ici, on peut le dessouder, en mettre un neuf, puis le remplacer. Si on rentre un petit peu plus creux dans les ordinateurs, je ne rentrerai pas trop loin, là, mais un petit peu plus creux. Généralement, on a l'entrée de tension ici. On passe tout de suite, il peut y avoir des filtres, là je vais vous le montrer au niveau du microscope. Et voilà. Si on rentre ici, on avait dit qu'on avait un fil rouge qui est là, puis un fil noir. On sait que le noir, c'est la mise à la masse. Si on va de l'autre côté, il n'y a rien comme tel. Mais regardez en dessous ici le circuit, il est plus pâle, là. Ici en dessous. Ça veut dire que ça part, ça vient ici, ça sort de là, puis ça s'en vient dans un premier transistor MOSFET, comme on a vu dans les cours précédents. Ça, c'est le premier transistor MOSFET qui vérifie que tout va bien. Il va avoir une source, un drain et une gate ici. Comment je les reconnais? Les quatre sont soudés ensemble. C'est la source. L'autre côté, les trois ici sont soudés ensemble. C'est la gate, le drain. Puis de la côté, on a un tout seul. C'est lui qui contrôle tout. C'est la gate comme telle. Donc, si je me positionne sur mon ordinateur et que je vais chercher une partie métallique qui donne un bon contact à la mise à la terre, je peux prendre même le processeur ici, là. Et à partir de là, je vais pouvoir aller vérifier mes tensions. Quand je viens vérifier ma tension ici au premier MOSFET, 18.90. Donc, on a de la tension qui rentre dedans. À cette heure, on va vérifier. Quand on vérifie les MOSFET comme ça, faut être quand même prudent. Là, je vous ai vérifié, je vais juste vous montrer, là. Ici, je suis branché là. Puis j'ai 18.92. Donc ça, c'est bon. Si je me mets au niveau du microscope, quand je viens vérifier ça, je vérifie ça ici. Puis là, j'ai 18.92. Que je vienne accrocher tout ça ensemble, il n'y a pas de problème. Ils sont tous branchés ensemble. Et j'ai 18.92 partout. Maintenant, quand je viens vérifier un MOSFET comme ça, si tout va bien dans le système, la tension devrait traverser l'autre côté ici. Je devrais avoir encore une fois 18.92 ici. Je peux accrocher un puis l'autre, ça ne dérange absolument pas. Et si je regarde mon multimètre, je vais venir ici, et c'est pas évident.
Voyez-vous pourquoi l'utilité de ces aiguilles-là? J'ai 18.92 qui traverse l'autre bord. Je viens vérifier de l'autre côté. 18.92. Et si je viens vérifier ma gate, combien je serais supposé d'avoir à la gate? D'après vous. Personne qui sait, hein? Je serais supposé d'avoir le 18.92, mais il y a une multiplication, une addition qui se fait avec la sortie. Donc, si je m'en viens ici, j'ai 8.02. J'ai un problème sur cet ordinateur-là. Il y a vraiment un problème sur cet ordinateur-là. 8.02, c'est pas assez pour faire fonctionner l'ordinateur. Ça prendrait généralement 24 volts ici pour le faire fonctionner. Ça devrait pas être comme ça. Mais on sait qu'il y a un problème, je vous l'ai dit, cet ordinateur-là. Si je vérifie entre la gate et le drain, j'ai 10 volts.74. Je devrais avoir environ 5 volts ici. Mais là, j'ai 10 volts. Il y a une chute de tension beaucoup trop élevée, là. Il y a un problème qui se passe, c'est pas lui, c'est plus loin dans le système. Mais ça me permet, par expérience, on va y revenir plus tard là, pour le diagnostic de ça, là. Mais ça vous donne une idée de comment est-ce que je vérifie mes tensions. Si je traverse à l'autre, m'offset ici, je devrais avoir mon 18. 18.92, je l'ai encore. Puis si je traverse de l'autre côté, 18.93. Donc, tout passe. Mais si je viens me brancher ici, à 100%, là, c'est mon multimètre qui m'indique qu'il est à veille de fermer tout seul. Parce qu'il n'y a pas... J'ai 18.92 ici, puis la gate est là. Excusez-moi, je me suis trompé. Elle est là. Parce que là, je regarde la caméra, je regarde l'ordinateur, je regarde tout, puis là, j'accroche tout. Bon, j'ai 8.2 volts. Donc, tu le vois. Hey, je veux pas faire un short sur rien. Hein? 8.02. Fait qu'on sait qu'il y a un problème ici. Par contre, vous avez vu comment est-ce que je viens vérifier mes tensions à ce niveau-là. Ça va bien là-dessus. Je pense qu'au niveau de la tension des voltages, mais c'est comme ça. Il faut toujours trouver le point négatif, qui est souvent le métal alentour de vous. Il vient d'éteindre. Qui est souvent le métal alentour de vous. Donc, vous trouvez un point pour avoir une mise à la terre, puis après ça, avec votre positif, vous vous promenez. Souvent, il y a des tensions qui fonctionnent en négatif dans des ordinateurs. On peut avoir un plus 12 volts et un moins 12 volts. Fait que, tout dépendant de ce que vous avez vérifié, là, ça, on verra plus loin, là, avec les schémas électriques, on va déterminer quoi qui est quoi. Mais c'est comme ça qu'on vient vérifier les tensions. Je vais vous montrer une autre partie aussi. Ça, on a fini avec ça pour l'instant. J'ai été même un petit peu plus loin. Je vous ai montré comment déterminer si la tension rentre bien dans un ordinateur comme tel. C'en est un ici, on sait qu'il fait défaut. Mais c'est toujours le même principe. Toujours le même principe pour ces ordinateurs portables-là. Maintenant, une chose un petit peu plus dure à vérifier. L'ampérage. Ça, c'est moins facile. Pourquoi? Parce que quand on vérifie l'ampérage sur un système, on le vérifie toujours en série dans le système. Autrement dit, il faut débrancher un côté, mettre notre multimètre là, remettre notre multimètre à la sortie à l'autre bout, et là, vérifier l'ampérage qui existe entre les deux. C'est beaucoup plus difficile dans ce cas-là. Donc, c'est comme ça qu'on va vérifier avec ça. Généralement, l'oscilloscope ici devient plus pratique parce qu'il nous permet de faire certains tests qu'on peut voir c'est quoi l'ampérage sans avoir à modifier les circuits comme ça. Mais je vais prendre mon bloc d'alimentation. Il est toujours à 19 volts. Un bloc d'alimentation comme ça, pour vérifier l'ampérage, on vient toucher les deux comme ça. Les deux. Et là, l'ampérage, moi, il me montre qu'il est à 4.7. Je vais le descendre à, supposons, à 3 ampères.
Je vais descendre jusqu'à temps que j'aille environ 3 ampères. 3 ampères. Là, je peux le relâcher. Laissez-le pas là pendant 12 heures. Il va surchauffer, votre bloc d'alimentation. Mais c'est comme ça qu'on ajuste l'ampérage d'un bloc d'alimentation. À moins d'avis contraire, là, si vous avez un bloc d'alimentation qui vous permet d'ajuster d'une autre façon. Mais ça, c'est pour ajuster le bloc d'alimentation dans 99% des cas. Maintenant, si je veux vérifier l'ampérage qui passe dans mon fil, je mets mon multimètre à off. Je m'en viens ici, j'enlève le fil rouge qui est dans le input ici. Et là, il faut que je vienne de traverser de l'autre côté ici, dans un des deux. Vu qu'on a un ampérage qui est quand même assez élevé, qui est à 3 ampères, il faut vraiment le mettre dans l'échelle de 10 ampères et non pas dans l'échelle des microfarades, pas des microfarades, des microampères ou des milliampères ici. Parce qu'on a des milliampères puis on a des microampères. Puis on a 3 échelles différentes. Si vous faites ça, maximum c'est 400 milliampères. Il y a un fusible à l'intérieur de l'appareil. Je ne me tente pas de le sauter de fusible, là. Donc, je ne viendrai pas me brancher là. La règle à respecter là-dedans, c'est que tout ampérage que vous voulez vérifier, commencez toujours sur l'échelle maximum. Puis sur l'échelle maximum, il y a un maximum de 10 ampères pendant 10 secondes que vous pouvez réessayer à toutes les 15 minutes. Quand vous avez atteint le 10 ampères maximum, pendant 10 secondes, mais en bas de 10 secondes, parce que si vous dépassez 10 secondes, encore une fois, fusible à l'interne, il saute. Quand vous l'avez testé une fois, il faut attendre 15 minutes avant de pouvoir retester. Donc, si moi je veux faire mes tests, je vais me mettre sur l'échelle de 10 ampères ici. Et là, je vais reprendre mes deux ici. Et vu que mon bloc d'alimentation, mais c'est un circuit en loop comme tel, j'ai un négatif et un positif, je vais venir me brancher entre les deux. Tout de suite, mon bloc d'alimentation vient de tomber comme s'il était en court-circuit. Il monte 2,997 ampères. Avant de le brancher même, mettez-vous sur l'échelle d'ampères. Ici. Je viens brancher ça. 3 ampères. 3,004. J'ai 2,996 de l'autre bord. Mais là, on parle de 12 milliampères. Il n'y a vraiment pas grande différence, là. Donc, c'est pas mal précis. Là. Puis on a des fils ici en plus. Donc, c'est comme ça qu'on vient vérifier les ampères. Si mon bloc d'alimentation, je viens jouer avec les ampères, regardez, je le fais descendre. Je peux le descendre jusqu'à 2. J'ai 2 boutons, un feint, et voilà. J'ai 2,005 sur mon bloc d'alimentation, 2,003, sur mon bloc d'alimentation, j'ai 1,996. Donc, la différence est vraiment pas grande. 6 milliampères. Il y a toujours une différence, par contre. Faites-vous-en pas. Si vous voyez une différence, il y en a une. Peut-être que si vous avez un bloc d'alimentation à 12 000 $ sur votre établi, peut-être qu'il va être juste. Il faudrait que le multimètre aussi vale un bon montant pour être extrêmement précis. Mais en tout cas, on le sait que les deux fonctionnent numéro 1, il n'y a pas de problème. Si je viens descendre en bas, en milliampères, autrement dit, supposons que je le descends à 155. J'ai 156, 153, j'ai 156 ici. Donc, c'est vraiment pas gros. Mais là, on le voit que le point il est là, puis je suis en milliampères, mais ça me permet de le lire pareil, là. J'ai 155 milliampères ici. Donc, je pourrais quand même prendre ça, me mettre en milliampères, puis là, brancher ça là. J'ai 157.
J'ai 152. Mais là, vous voyez comment ce qui est précis? 156.8.7.8, 156.9, 157.0. Donc, il joue un petit peu. Mais il est vraiment plus précis. Je pourrais même descendre encore plus bas que ça. Dans les circuits électroniques d'ordinateur et ainsi de suite. On pourrait vraiment descendre dans les micro-ampères. Et là, on pourrait aller vraiment creux là, pour aller voir au niveau de la précision si c'est vraiment ce qu'on a de besoin. On n'ira pas jusque-là parce que mon bloc d'alimentation ne permet pas. J'ai pas rien de monter pour ça en ce moment. Mais ça se fait. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que notre multimètre doit absolument être branché en série pour savoir l'ampérage d'un circuit comme ça. Fait que, on a vu microampères, milliampères et ampères. Et si je m'en vais dans ma feuille qu'on a regardé tantôt, screen capture, l'ampérage, le signe de l'ampérage, mais c'est pas dur, c'est un A. Comme ça. On a vu résistance, voltage AC, voltage DC et l'ampérage. Bon, comme j'ai pu constater, c'est plus long que je pensais, mais je prenais le temps de vraiment bien expliquer. On va faire une deuxième partie au niveau du multimètre, parce que je veux pas faire des vidéos non plus qui durent 2-3 heures. Puis là, on est rendu à environ 45-50 minutes. Là. Ça commence à être long, là. Fait que je veux pas écœurer personne non plus, que tout le monde s'endort dans ma vidéo. Je trouve ça très long rendu là. Je vais faire la deuxième partie d'ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Mais là, je pense que vous allez pouvoir commencer à utiliser votre multimètre. Amusez-vous avec. Vérifiez toutes sortes de choses avec. Vérifiez des résistances. Vérifiez des voltages un peu partout. Vous avez certainement des petites choses qui traînent un peu partout. Vous pouvez vous amuser. Faites attention si vous vérifiez les prises dans le mur. ça, c'est... Je vous le dis tout de suite, c'est dangereux, là. C'est très dangereux. Au niveau d'un ordinateur ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus safe, là. Mais dans le mur, faites bien attention. J'aime mieux vous avertir, pas que personne ne se blesse non plus, là. Fait que, on revient dans quelques jours avec la deuxième partie de la formation sur le multimètre. Merci.